Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans l'émission Débat Éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orientation scolaire et professionnelle. La question fait objet de débat dans les milieux scolaires auprès des parents et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la politique nationale d'orientation scolaire du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les apprenants ne se retrouvent dans des filières qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec le marché de l'emploi? Eh bien, dans ce numéro de débat éducation, nous allons analyser les contours du problème et les solutions à développer à court, à moyen et à long terme. Débat thématique, c'est dans un instant. Je le disais tantôt que nous allons explorer l'épineuse question de l'orientation scolaire et professionnelle. Et pour en parler, je suis sur le plateau avec Marcel Toyi. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vos expériences dans le domaine ne sont plus à présenter. Il y a quelques années déjà que vous vous êtes approprié le sujet sur l'orientation scolaire et professionnelle en produisant un document d'information sur l'orientation. Et qu'est-ce qui vous avait amené à prendre une telle initiative? Ok, merci Dodo. En fait, dans le secteur de l'éducation, nous sommes fortement impliqués à tous les niveaux, jusqu'au niveau stratégique, au niveau de tous les ministères sectoriels. Et vu les plaintes des enfants qui ne sont pas informés sur tel aspect ou tel autre aspect des métiers existants, et vu aussi les plaintes que nous avons au niveau des parents, on s'est dit non, comme il n'existe aucun document, nous allons essayer en collaboration avec les doctorants à l'Institut national des centres de l'éducation, produire un document pour disponibiliser les informations en matière d'orientation. Et donc c'est ça qui nous a amené à produire ce document en 2016. Et certains partenaires même avaient accompagné financièrement. Il y avait l'ex-Bonne Fonden et Plan International Togo qui ont mis un peu de moyens pour multiplier ce document et le distribuer dans les collèges et dans les lycées de leur zone d'intervention, particulièrement dans la région centrale. Alors, donc, plus de 5 ans déjà que ce document a été produit. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les apprenants s'orientent-ils réellement aujourd'hui vers les filières qui sont porteuses? Je peux dire que beaucoup de choses n'ont pas changé en réalité, parce que pour que ça change, il faut que le service national d'orientation, le SINOPS, soit opérationnel, qu'il y ait suffisamment de spécialistes d'orientation dans presque toutes les régions, dans toutes les inspections, pour que effectivement les informations puissent être disponibles et que les élèves puissent être en contact avec ces spécialistes pour en savoir davantage. Et donc, un travail quand même se fait, mais vraiment de façon limitée, à partir du moment où le service national d'orientation n'a pas les moyens de déployer tout son personnel sur tout le territoire, dans toutes les écoles de Lomé à Saint-Cassé. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de politique d'orientation scolaire et le processus est en cours au niveau du gouvernement. Mais malgré le peu d'efforts de la société civile, notamment la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et d'autres organisations, l'on constate que les apprenants s'engloutissent toujours dans les filières qui ne répondent plus aujourd'hui au marché de l'emploi. Comment expliquez-vous cette situation qui est quand même déplorable? Oui, sur la base des analyses que nous avons faites sur le sujet, eh bien, nous avons retenu 4 éléments clés explicatifs de cette situation. Le premier, c'est que les apprenants sur toute l'étendue du territoire, qu'ils soient dans l'enseignement général ou dans l'enseignement technique, ne sont pas souvent en contact avec des spécialistes pour les informer sur les filières porteuses, sur les métiers actuels, les métiers d'avenir et toutes les mutations que subissent aussi les métiers dans le monde entier. Vous voyez, et donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est qu'ils n'ont pas d'opportunité pour échanger avec les modèles de réussite dans telle filière ou bien dans telle autre. Ensuite, troisième point, ils n'ont pas d'opportunité pour échanger avec les spécialistes de métier.
Par exemple, quand un établissement organise une foire au métier avec des spécialistes, on fait venir un docteur, on fait venir un ouvrier spécialisé, un cuisinier ou bien une cuisinière spécialisée et autres, que ce soit dans le formel ou bien dans l'informel, ils n'ont pas d'opportunité pour avoir le parcours, voilà, de tous ceux-là qui exercent ces métiers et pour leur dire un peu les difficultés, les atouts, les écoles qui permettent d'avoir les compétences et les capacités nécessaires afin de pouvoir s'accrocher à ce qui les intéresse, ce qui les motive. Et le dernier point, c'est qu'il n'existe pas un document produit par l'État. Quand nous disons l'État, c'est le ministère de l'enseignement primaire et secondaire à travers le SINOPS. Il n'y a pas encore un document d'information sur l'orientation, si ce n'est ce que nous avons essayé de produire en collaboration, comme je l'ai dit, avec les doctorants des sciences de l'éducation de l'Université de Lomé. Alors c'est vrai, vous venez de le dire, qu'il n'y a pas de document en tant que tel sur l'orientation scolaire et professionnelle au Togo, mais semblerait-il que le pays dispose d'un centre national d'orientation scolaire et professionnelle. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui, nous savons que le ministère dispose d'un service national d'orientation scolaire et professionnelle, le SINOPS, mais le SINOPS est confronté à tellement de problèmes, des problèmes de pénurie de personnel et du profil même de ceux qui sont là-bas, parce que pour travailler au SINOPS, il faut avoir fait l'école de formation des spécialistes en orientation. Vous voyez? Et il faut que le service dispose d'une stratégie d'orientation scolaire, dispose d'un plan de communication et le tout coiffé par quoi? Par un budget communication. À partir du moment où toutes ces conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas s'attendre à ce que ce service soit opérationnel et réponde aux attentes des élèves, réponde aux attentes des parents. Alors, je ne sais pas si vous en avez rencontré vous aussi, mais il y a des parents qui poussent plutôt leurs enfants à s'inscrire dans les filières qui leur plaisent à eux. À votre avis, Marcel, est-ce que les parents s'intéressent réellement à l'orientation de leurs enfants? Voilà, tu poses là deux problèmes. Le premier, c'est, disons, le fait que certains parents imposent la filière ou bien voilà, le domaine dans lequel l'enfant doit fréquenter. Par exemple, il y en a qui ont une pharmacie, alors ils exigent à ce que l'enfant fasse la série D ou la série C pour pouvoir prendre la relève de la pharmacie demain, alors que ce n'est pas la motivation profonde de cet enfant. Voilà, c'est ça qui fait que il y a que certains parents commettent ces genres d'erreurs. Vous voyez? Alors, le deuxième aspect, est-ce que les parents s'intéressent à l'orientation? Oui, ils s'intéressent, mais ils s'intéressent à quel moment? Au moment où les enfants finissent les évaluations, comment ça s'appelle, les évaluations sommatives. L'évaluation sommative, c'est les examens de fin d'année. C'est quand ils finissent les examens de fin d'année, surtout pour ceux qui réussissent par exemple au baccalauréat ou bien au BPC, c'est en ce moment que, bon, on s'assied pour voir quelle est la filière ou bien le domaine dans lequel l'enfant veut s'orienter. Non, ce n'est pas à ce moment qu'il faut le faire. Voilà, c'est dès avant même que l'enfant n'arrive dans une autre classe, il fallait déjà commencer par discuter. Et discuter suppose que vous allez déblayer le terrain. Après, vous approchez un spécialiste de l'orientation parce qu'il y a une démarche. Vous voyez? Et si vous ne connaissez pas la démarche, vous allez commettre des erreurs. Et ces erreurs, malheureusement, ne peuvent pas être rattrapées si l'enfant met déjà sa tête dans cette filière non porteuse. Et quand vous aussi, en tant que parent, vous avez déjà mis beaucoup d'argent, mais cela ne va rien produire. Alors, votre réponse m'amène à vous poser une question. À quel moment précis le parent doit aborder cette question d'orientation avec son enfant? Ça, c'est une très belle question. Oui, vous savez que dans le domaine de l'orientation, c'est depuis le préscolaire qu'il faut déjà détecter le talent vocationnel de l'enfant à partir des coins. Parce que quand vous allez par exemple dans un jardin d'enfants, vous allez voir coin infirmerie, coin boutique. Voilà, le coin mécanique, il y a plusieurs coins. Et en fonction des coins plutôt, eh bien, dépendent les métiers qui en découlent. Par exemple, quand vous allez, par exemple, vous voyez le coin infirmerie, ça c'est les métiers de santé. Vous voyez, coin boutique, les métiers de commerce et des transactions financières, commerciales, etc., etc. Vous voyez? Alors, donc c'est tout ça
c'est par là qu'on arrive à détecter, parce que la jardinière ou le jardinier d'enfants, qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il demande aux enfants, allez vers le coin qui vous intéresse. Vous allez voir que à force de le dire plusieurs fois, si elle note, elle va constater qu'il y a un enfant, il ne va que, par exemple, vers le coin infirmerie, parce que lui, son destin veut qu'il embrasse les métiers de santé. Vous voyez? Voilà. Donc c'est la même chose pour tous les autres coins. Ça part de là. Et maintenant, au fur et à mesure que l'enfant évolue, eh bien, on le met en contact avec des jouets qui sont en lien avec ce qu'il aime. Vous voyez? Et de temps en temps, il faut avoir des discussions entre l'enfant et le parent. Et au fur et à mesure qu'il évolue, et voyant les mutations, ça permettra de voir est-ce qu'il va confirmer ses choix, ou bien il va se dire non, ok, je vais faire un deuxième choix au cas où le premier ne marche pas, eh bien je vais plutôt m'orienter vers le second choix. Vous voyez, c'est comme ça que les choses normalement doivent aller, mais il faut toujours le faire à partir déjà du primaire. Voilà, il faut faire cet exercice avec un spécialiste de l'orientation. Parce que c'est le spécialiste de l'orientation qui a été à cette école. Elle est allée à cette école, il sait comment on oriente, il connaît la démarche, il sait les conseils qu'il faut donner aussi bien aux parents qu'à l'apprenant pour qu'il soit dans le sillage de ce qu'il a envie d'être demain. Par exemple, un enfant qui veut travailler dans les métiers de l'aéroport, par exemple, mais en vacances et en congé, c'est là-bas, il doit aller de temps en temps. Vous voyez, celui qui est intéressé par l'infirmerie, lui, c'est dans les cliniques, dans les hôpitaux, c'est là-bas qu'il faut l'amener pour échanger avec les spécialistes et pour voir si vraiment il peut véritablement faire ce travail, parce que tu peux vouloir être par exemple infirmier ou docteur, mais quand on t'amène en congé ou en vacances, tu vois le sang par exemple des accidents, etc. Si tu peux supporter, si l'enfant peut supporter, ça veut dire qu'il peut effectivement être, voilà une preuve par exemple, vous voyez. Donc c'est tout un travail à faire entre le spécialiste de l'orientation, le parent et l'apprenant pour disons préciser la vocation professionnelle, ce que l'enfant veut être demain. Alors chers téléspectateurs, vous comprenez que le sujet est tellement important parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes du grand nombre de chômage aujourd'hui au Togo. Et Monsieur Marcel, qu'est-ce que le ministère doit concrètement faire pour résoudre une fois de bon ce problème? Oui, en fait, le gouvernement n'a pas croisé les bras à travers le ministère de l'enseignement primaire secondaire. Il y a eu la revue sectorielle parce que tu sais que chaque année, on fait le point, on rassemble tous les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile autour de la table éducative pour discuter de tous les problèmes. D'abord les avancées et faire le point aussi des problèmes prioritaires dans le secteur de l'éducation. Et il y a 3 ans, lors d'une des revues, on a essayé de décrypter la question de l'orientation scolaire et professionnelle et il a été retenu que le SINIOPS soit vraiment au cœur des préoccupations du ministère de l'enseignement primaire secondaire. Et à l'heure où je vous parle, un consultant a été retenu sur la base d'un processus de recrutement bien entendu et un atelier de cadrage a eu lieu il y a quelques semaines déjà et le ministre des enseignements primaires secondaires techniques et de l'artisanat va lancer officiellement le travail de l'équipe, parce que c'est vrai, il y a le consultant, mais il y a des spécialistes au plan national avec lesquels ce spécialiste va travailler pour qu'en 6 mois, qu'il puisse sortir une stratégie d'orientation scolaire et un plan de communication sur l'orientation scolaire et professionnelle. L'intérêt ou la valeur ajoutée de ce travail, c'est que ce ne sera pas un document pour le ministère de l'enseignement primaire secondaire seul, c'est un document qui prend en compte les préoccupations du ministère de l'enseignement technique, du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, vous comprenez que dans cette équipe qui est autour du consultant qui a été recruté, eh bien, c'est tous les secteurs qui vont travailler avec le consultant pour pouvoir sortir un document qui réponde aux attentes de tous les sous-secteurs. Alors, venons-en au livret que vous avez produit en 2016 sur l'orientation scolaire et professionnelle. Que disent les premières pages de ce livret en ce qui concerne les apprenants? Oui, vous savez que dans le système éducatif, quand vous prenez, quelle que soit la classe, surtout à partir du primaire en allant, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories d'élèves. C'est vrai, tous sont habillés, ils sont tous en tenue scolaire, mais il y a plusieurs catégories selon les études faites. Parce que nous avons dit que
pour sortir ce document, nous avons travaillé en collaboration avec les doctorants à l'Institut national des centres de l'éducation qui ont fait des recherches pour nous sortir certains éléments que nous, on ne connaissait pas à l'époque. Voilà. Et il est révélé à travers donc, le résultat de cette recherche que nous avons consigné dans les premières pages, comme tu le dis, 4 catégories d'élèves. Selon ta catégorie, dépend ce que tu vas être demain. La première catégorie, c'est les élèves nantis. Les élèves nantis, c'est des élèves qui sont socialement à l'aise et ils fréquentent les meilleures écoles, quelquefois même les écoles les plus chères même. Quand vous prenez une école comme Togo, Turquie, où le collège frôle entre 500 et 1 million, est-ce qu'il est donné à n'importe qui d'inscrire son enfant là-bas? Non. Voilà. Et au temps de la Covid, par exemple, mais les enfants, ils ont suivi tous des cours en ligne. Voilà, les parents ont les moyens, ils ont payé. Donc, c'est des écoles où vraiment, il faut avoir les moyens avant d'inscrire vraiment son enfant là-bas. Voilà, donc, ces enfants-là, on peut dire que leur réussite est déjà toute tracée parce que socialement, ils ne cherchent pas où trouver à manger et ils ont les documents, ils ont les meilleurs professeurs, ils fréquentent les mêmes écoles, ils ont de toute façon tous les atouts pour pouvoir réussir. Et où est-ce qu'ils vont travailler à la sortie après? Eh bien, le parent, tout est déjà presque défini. Voilà. Quand tu prends par exemple un enfant de Dangote, par exemple, est-ce que l'enfant de Dangote va s'inquiéter de l'avenir? Jamais. Vous voyez, ça par exemple, un enfant comme ça, c'est un enfant, c'est la catégorie des enfants nantis. Si, voilà. Maintenant, on a une deuxième catégorie, c'est les élèves oisifs. Les élèves oisifs, ils sont presque dans les mêmes conditions que les enfants nantis, mais ils ont chargé la paresse sur la tête et la paresse n'a qu'à faire le travail, eux ils vont réussir. Ils ne peuvent pas réussir. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir même dans certaines familles, malgré que c'est des familles nantis, eh bien, les enfants n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu leur a donné une opportunité, des conditions de vie meilleures pour qu'ils puissent réussir. Mais ils n'ont pas su saisir la perche, malheureusement. Eh bien, ils n'ont pas pu réussir. Voilà donc la deuxième catégorie d'élèves. Alors quand c'est comme ça, eh bien, ce que l'enfant devrait devenir, il ne peut plus le devenir. Puisqu'il faut avoir fait un bon cursus scolaire, avoir les compétences, les diplômes, etc. pour prétendre. Voilà. Après, on est tombé sur une troisième catégorie d'élèves, c'est les élèves avertis. Les élèves avertis, c'est les élèves qui sont de familles démunies, mais qui sont conscients que la réussite est au bout de l'effort. Ils s'investissent inconditionnellement et ils réussissent vraiment leur vie. Voilà, c'est le cas de plusieurs Togolais. Plusieurs Togolais qui ne sont pas de famille vraiment nantis, mais qui se sont investis au jour le jour. Ils ont compris que c'est le fort. Il faut bosser, c'est 90% de transpiration et peut-être 10% de repos et ils s'en sortent bien, ils réussissent. Maintenant, on est tombé sur la dernière catégorie, la catégorie des élèves démoralisés. Les élèves démoralisés, c'est les accusateurs. Ils disent, nous, notre famille, là, nous n'avons pas les moyens. Ou alors, dans notre famille, personne n'a même dépassé le CE1. Voilà. Vous voyez? Alors que vous êtes, la République, le pays, le gouvernement a mis tous les enfants au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité, vous fréquentez les mêmes écoles, vous avez les mêmes enseignants, etc., etc. Donc voilà ce que nous avons consigné dans les toutes premières pages pour dire aux élèves qu'ils ont tout intérêt à fonctionner comme des élèves avertis, voilà, à faire de l'effort. Parce que s'il n'y a que l'effort fourni par l'enfant qui est salutaire et qui peut donner quelque chose de bien pour lui, et son destin sera plus assuré. Alors, je viens de me rendre compte, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, chers téléspectateurs, que ce livret est vraiment très, très, très important. Et ceci m'amène à vous demander si c'est vraiment accessible aux parents, aux élèves ou je ne sais pas, aux... Oui, c'est accessible. Pourquoi? Parce que nous avons bien décrit là-dessus que c'est un document que nous avons produit. C'est une contribution civique pour mettre l'information sur l'orientation à la disposition des élèves. Et c'est par, nous l'avons aussi par WhatsApp, on le balance. Depuis 2016, nous le balançons à plusieurs l'ont déjà eu. Bon, ceux qui ne l'ont pas eu, on va afficher un numéro. Voilà, on peut afficher le numéro de Dodo sur l'écran. Et si vous lui envoyez un message, elle va vous balancer le document. Voilà, donc c'est un document arrêté gratuit. Alors, quelle stratégie ou quel conseil vous procurez aux parents dans ce document pour leur permettre de mieux orienter justement leurs enfants?
Oui, je crois que pour les parents, le conseil que nous pouvons donner, c'est sur la base des erreurs que les parents commettent. Alors, une des erreurs, c'est ce que tu as relevé en début d'émission où tu avais mentionné que certains parents imposent la filière ou bien la série à faire par son enfant. Voilà, il faut éviter cela. Et même quand vous regardez dans le document, nous avons fait même certains encadrés. Et ces encadrés, c'est sur la base de certaines émissions que nous avons suivies, même à la télé, on a reçu des spécialistes. On leur a posé la question, alors, comment vous orientez vos enfants? Et le monsieur, que je connais très bien, c'est un millionnaire. Hein. Alors, il a 3 enfants. Il dit que lui n'a jamais demandé à ses enfants de faire une filière pour venir prendre la relève de sa société qui fonctionne très bien. Il leur a dit, pour réussir dans la vie, c'est la passion et l'excellence dans ce que tu as choisi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, mon travail en tant que parent, c'est d'accompagner pour que tu t'investisses inconditionnellement, tu mettes de la passion dans ce que tu fais, tu mets de l'excellence dans ce que tu fais et tu vas réussir. Et effectivement, les 3 enfants de ce monsieur, ils ont choisi, il y a un qui a choisi l'aéronautique, l'autre, je ne sais pas quelle filière ils ont choisi, mais dans tous les cas, ils ont tous réussi et ils travaillent tous. Personne n'a choisi de venir prendre la société de son papa, puisque c'est une société à responsabilité limitée, et donc il y a un conseil d'administration. Même si le papa n'est pas là, la société va fonctionner. C'est cela. Donc le conseil, c'est d'éviter d'imposer, donc de demander conseil aux spécialistes de l'orientation. On vous dira comment on fait. Voilà, c'est vrai que si tu as un enfant, l'enfant peut effectivement être médecin ou bien pharmacien, parce que tu as une pharmacie, l'enfant s'est intéressé, il peut le devenir. Ce n'est pas que c'est exclu, non. Mais il faut travailler avec les spécialistes de l'orientation pour voir à quel moment tu vas travailler avec l'enfant, tu vas motiver l'enfant, tu vas conditionner l'enfant à travers les jouets, à travers certains contacts de spécialistes dans le domaine pour voir si cet enfant va aimer vraiment faire ce que tu veux qu'il fasse, oui ou non. Mais imposer, ça, c'est une erreur monumentale. Et donc, le seul conseil, travailler avec les spécialistes de l'orientation. Alors, Monsieur Marcel, est-ce que vous avez mis d'autres conseils pratiques dans ce... Oui, les conseils pratiques, c'est à l'endroit des enfants. Hein, pour qu'ils puissent réussir, ils doivent comprendre une seule chose, que c'est l'attitude et l'aptitude qui déterminent l'altitude de quelqu'un. L'aptitude, c'est quoi? C'est les comportements. Parce que si tu as un bon comportement, tu as toutes les chances vraiment d'être sollicité et promu par ta hiérarchie et autres. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aussi que tu travailles bien dans les matières. Travailler bien dans les matières, c'est ça qui est l'aptitude. L'attitude, c'est le comportement. L'aptitude, c'est tes capacités, tes compétences dans les matières. C'est les deux réunis qui feront ton ascension, ta promotion, ta réussite dans la vie. Maintenant, autre chose, c'est qu'il faut que l'enfant soit véritablement motivé. Il faut qu'il soit motivé aux études et motivé pour ce qu'il a choisi. Et comprendre que l'orientation, c'est l'avenir dans le présent. Ce n'est pas que je vais finir mon BPC, je vais finir mon bac et je vais voir. Non. C'est pendant que tu es d'ailleurs même au préscolaire que tu vas déjà voir, disons, tout le monde tel qu'il bouge là. Les tendances en termes de métier dans lequel l'État est en train de diriger, le monde est en train de diriger. C'est tout cela que le parent et l'enfant doivent voir au jour le jour pour discuter et voir lequel des métiers intéresse véritablement l'enfant. Ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, il faut que l'enfant ait confiance en soi. Voilà, si tu n'as pas confiance en toi, les gens vont te décourager. Ils vont tenir des propos pour... Supposons que tu as fait un choix, les gens vont dire ce métier-là, c'est très difficile. Hein. Ça, c'est pas donné pour n'importe qui. Hein. Mais non, tu dois te lancer des défis. Vous voyez? Donc, si tu as la confiance en toi, eh bien, tu ne peux pas te laisser décourager par des détracteurs. Vous voyez? Ensuite, il faut être un élève modèle. L'élève modèle, c'est qui? C'est celui qui respecte le règlement intérieur. C'est celui qui respecte la hiérarchie au sein de l'établissement. C'est celui qui ne fait pas le contraire de ce que la discipline au sein de l'école lui demande d'adopter. Vous voyez? Ensuite, il faut apprendre à gérer le temps. Voilà. Un élève qui n'a pas un emploi du temps, ben, là, il y a un problème. Voilà, tu ne peux pas te lever, tu t'imagines qu'est-ce que tu vas faire. Non, c'est la veille que tu planifies ce que tu vas apprendre, où est-ce que tu dois aller, est-ce que c'est des gens à rencontrer, etc., etc. Et se fixer des objectifs. Comme je le dis, se fixer des objectifs, se dire, moi, je veux devenir médecin. Comme tu veux devenir médecin, quelles sont les matières dans lesquelles tu dois bien travailler pour que tu deviennes médecin demain? Quelles sont les attitudes,
les bons comportements d'un médecin. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important parce qu'on entend parler des dérapages de certains médecins, voilà, qui détournent par exemple les produits ou les médicaments des patients, etc. Ça c'est leur problème de comportement. C'est un problème d'incivisme, vous voyez, et on en trouve au niveau de tous les corps de métier, vous voyez. Et donc c'est pour ça que nous parlons d'attitude, de bon comportement en lien avec les matières dans lesquelles tu dois exceller pour pouvoir être ce que tu veux être demain. Et s'informer, vous voyez. La jeunesse togolaise, on a comme l'impression qu'ils cherchent une solution contraire. Ils ne s'informent pas. Ils ne s'informent pas. Si par exemple l'ANP ou bien le SINOS veut passer une information sur les questions d'orientation, mais c'est sur les médias, particulièrement sur la télévision nationale, sur Togo Presse, Radio Lomé, en tout cas les médias d'État et les médias privés aussi. Parce que tout se travaille aujourd'hui en collaboration pour rendre les informations disponibles. Vous voyez? Mais les jeunes ne s'informent pas. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un d'entre eux, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il a eu le bac et il veut, lui, il ne veut pas continuer au campus, mais il veut faire quelque chose, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, bon, donc tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ok, tu as ton portable, il dit oui. Tu es connecté, il dit oui. Tu connais ANP, il dit il ne connaît pas ANP. Je dis ok, rentre dans Google, tape ANP. Elle est rentrée devant moi, elle est rentrée dans Google, il tape ANP, le bâtiment est sorti, les objectifs, tout ce que ANP fait, tout est sur le site. Vous voyez? Alors, quel est aujourd'hui l'outil le plus facile pour accéder aux informations dont tu as besoin en tant qu'apprenant, en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenti, oui, parce que quand nous disons apprenants, c'est les apprenants du formel et de l'informel, c'est d'eux que nous parlons, vous voyez, pour qu'ils soient informés. Et peut-être reconnaître le dernier point, comme conseil au niveau des enfants, c'est de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Alors, transformer les forces en opportunités. Voilà l'exercice auquel il faut se plier. Si tu ne sais pas le faire, il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider et te conseiller pour que tu puisses vraiment pouvoir réussir. Voilà très rapidement ce que je peux dire par rapport aux apprenants. Alors, je ne sais pas pour vous, chers téléspectateurs, mais moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Avoir confiance en soi, avoir de bons comportements et surtout bien gérer son temps. Alors, Monsieur Marcel, vous avez produit un document très riche qui, en temps normal, est du ressort des spécialistes du domaine. Quelle est la différence entre vous et le spécialiste de l'orientation? Moi, je pense que c'est une question fondamentale que vous venez de poser là. Pourquoi? Parce que tout le monde se jette dans les domaines, s'improvise spécialiste de spécialiste de spécialiste. Et c'est tout cela que nous voyons qui trompent les apprenants, trompent les gens, par exemple sur les réseaux sociaux et même dans des échanges. Non. Nous sommes des journalistes spécialisés en éducation. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis aussi président du réseau des journalistes spécialisés en éducation. Et le spécialiste en éducation, en tant que journaliste, a le devoir d'analyser, de faire des recherches, d'analyser et de produire des informations à partager. Ça, c'est ce que nous avons fait. Et quand vous voyez ce document, c'est ce que nous avons fait. Il y a tous les contacts, les numéros des services, des instituts, des universités, des centres de formation, etc. etc. Qu'est-ce que nous avons suivi aussi des spécialistes du SINOS qui sont allés dans des lycées, on les a suivis à la caméra, on a enregistré intégralement les questions des élèves, les réponses des spécialistes et nous avons traité tout cela pour mettre dans ce document. C'est pourquoi ce document est assez original parce que nous n'avons pas téléchargé vraiment des trucs sur Internet concernant l'orientation pour mettre dans le document. Donc, nous communiquons, nous informons, nous disponibilisons les informations sur l'orientation, nous analysons aussi les problèmes de l'orientation. Ça, c'est ça le rôle aussi du journaliste. Maintenant, le spécialiste de l'orientation, lui, sa spécificité, c'est quoi? C'est qu'il est capable de produire des outils pour faire un entretien avec un apprenant. Voilà. C'est comme tu veux faire une étude, il faut un questionnaire. Donc, l'outil dont je parle ici, c'est le questionnaire. Il fait un questionnaire et il peut passer 2 à 3 jours de séance d'entretien sur l'orientation pour vraiment déceler les motivations profondes et permettre, montrer à l'apprenant le champ de travail dans lequel il peut se retrouver, être à l'aise et être épanoui. Vous voyez, ça c'est pas mon travail. Voilà la différence.
Alors, en février dernier, vous avez entretenu les apprenants de Old School à Kara sur les questions de l'orientation. Nous allons passer le reportage et revenir sur le plateau pour des questions. 2 thèmes ont été développés au cours de cette conférence initiée par la direction de Old School. Le premier a porté sur ce qu'est un apprenant de qualité. Par ce thème, apprenants, parents et enseignants ont reçu des informations complémentaires sur le profil de l'apprenant de qualité. Nous voudrions que les enfants de Old School soient bien outillés sur ce qu'est un apprenant de qualité et une bonne orientation à la suite de leur scolarisation. Cette conférence débat a vraiment pour l'objectif de bien instruire et les apprenants, et les parents, et les enseignants ce qu'ils doivent faire et qu'un élève soit de qualité pour réussir brillamment ses études et pour qu'ensemble, qu'on puisse bien orienter l'apprenant pour qu'il ne trouve pas des difficultés ou ne rase pas les murs après ses études. Il nous a parlé de 2 thématiques. J'ai retenu que pour être un apprenant de qualité, il faut être discipliné. Il faut aimer avoir le travail de groupe. Et la deuxième thématique est celle-ci. Nous avons parlé comment s'orienter. Pour réussir nos études, nous devons apprendre nos leçons et respecter les enseignants, participer au travail de groupe. L'importance de l'orientation scolaire et professionnelle, c'est le second et thème central développé par le communicateur. Par cette thématique, apprenants et parents savent désormais ce qu'est l'orientation, son importance dans les choix professionnels et de filières de formation et les erreurs qu'il faut éviter en matière d'orientation scolaire et professionnelle. La qualité d'un bon apprenant qui veut dire que l'enfant doit respecter le règlement intérieur de l'école. Non seulement à l'école et à la maison ici, il doit montrer un bon exemple. Et c'est cela qui va le conduire à réussir brillamment ses études. En tant qu'enseignant, je me dis que c'est de mon devoir de continuer cette œuvre que le journaliste vient de faire aujourd'hui. Partout où je serai, dans les classes, partout où je me trouverai. Parce que nous avons remarqué que les apprenants aujourd'hui n'ont pas l'information. Ils font ce qu'ils savent, bien ce qu'ils croient être juste. Donc c'est à nous les éducateurs de les amener à la raison, à vraiment réfléchir, à vraiment se donner au travail et à respecter les règles qui régissent l'école et qui régissent la vie dans toute sa dimension. Et j'ai retenu que pour s'orienter, il nous faut s'orienter par la filière que nous voulons développer. Il nous a dit de respecter nos professeurs et du deuxième terme, il nous a dit d'abord en classe de 3e, nous devons savoir ce que nous devons devenir et prendre la série, j'aimerais devenir un docteur en médecine. Vu la richesse des débats, les apprenants, les enseignants et les parents ont vivement souhaité que ce genre de rencontre soit institué trimestriellement au sein de toutes les écoles pour permettre aux élèves d'être informés à temps sur les métiers porteurs, les métiers d'avenir, les filières porteuses. Tout ceci évitera des choix hasardeux de séries et de filières de formation. Alors, c'était une journée d'orientation scolaire organisée à l'endroit des parents et des élèves. Comment avez-vous apprécié ou quel regard portez-vous sur cette initiative ? Moi, je crois que c'est une très bonne initiative que le fondateur de l'école Old School à Kara, c'est juste devant l'université de Kara là, a prise. Parce que quand vous êtes un responsable d'établissement aujourd'hui et vous voyez que vos enfants sont confrontés ou seront confrontés demain aux questions de positionnement sur les métiers, en tout cas sur les questions d'orientation, vous avez le devoir de faire appel à des spécialistes pour venir entretenir les apprenants.
Vous voyez? Parce que quand tu as posé une question au début, qu'est-ce qui fait que les enfants sont déroutés, les parents sont déroutés sur les questions d'orientation? Une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas d'opportunité pour échanger avec soit des gens qui s'y connaissent dans le domaine, soit avec les modèles de réussite, soit avec les spécialistes de l'orientation pour les informer sur les métiers porteurs, voilà, etc., etc., etc. Vous voyez? Et donc pour moi j'ai trouvé que le fondateur de l'école All School a bien fait véritablement d'instituer ce genre de rencontres, même si c'est une fois par an, c'est quelque chose de très 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 important parce que ça permettra aux enfants de poser autant de questions qu'ils veulent, aux parents aussi de poser autant de questions, même aux enseignants aussi de poser autant de questions pour qu'on puisse les informer sur cette thématique très 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 importante qui est en train quand même d'être, dont la solution est en train d'être trouvée par le ministère des Enseignements primaire secondaire à travers le consultant dont j'ai parlé, qui a été recruté et que le travail va se faire incessamment à la suite du lancement qui va être fait par le ministre. Alors vous venez de le dire, les initiatives comme ça permettent aux élèves, aussi bien aux élèves et aux parents, de poser beaucoup de questions et je suis sûre que vous en avez reçu au cours de cette rencontre. J'en ai eu beaucoup parce que la rencontre était prévue pour de 15h à 17h, juste 2 heures de temps. 19h30 on sonnait, ils ne se sont pas rendus compte. Moi-même je n'étais pas rendu, je m'étais rendu compte, ça veut dire que le besoin était là. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Alors nous allons parcourir rapidement quelques questions que vous avez reçues ce jour-là de la part des élèves et des parents. Il y avait une question sur pourquoi il n'y a pas de spécialité spécialistes en orientation. Oui, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de spécialistes, mais ils sont en nombre insuffisant. Comme je l'ai dit, le CNIOPS, qui est le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle, eh bien, n'a pas le personnel, le nombre qu'il faut, la quantité qu'il faut pour pouvoir le déployer au niveau de toutes les régions. Voilà un peu l'une des raisons, pour la simple raison que le recrutement n'a pas été régulier pour pouvoir augmenter le nombre de spécialistes d'orientation qu'il faut. Il y avait une autre question sur une question posée évidemment par un élève. Quel est le moment propice pour se fixer un objectif, un but dans la vie? Le plus tôt possible. Non, le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, c'est au préscolaire. Alors, je leur ai donné l'exemple d'un entretien que j'avais eu avec les élèves du préscolaire. Alors que parce que j'ai poussé un peu la curiosité au niveau de ces enfants. Je demandais à un d'entre eux, mais qu'est-ce que toi tu veux devenir au préscolaire? L'enfant dit, je veux devenir celui qui pique les gens, c'est-à-dire docteur. J'ai posé la question un second, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Je veux devenir celui qui compte l'argent, expert comptable. L'autre, je dis, qu'est-ce que toi tu veux devenir? Il dit que je veux devenir celui qui conduit. Je lui ai dit, celui qui conduit là, c'est bac série C, bac plus 5 ou 6, tu peux devenir aviateur. Ce n'est pas Zémidian, parce que Zémidian là, c'est juste pour une courte durée, parce que si tu t'éternises dedans là, vraiment tu auras des maux de rein, toutes les maladies, toi-même tu vas les avoir, mais tu n'auras même pas l'argent pour te soigner. Donc il faut monter là-bas plus haut. Donc je lui ai donné cet exemple pour lui dire, voilà, c'est déjà très tôt qu'il faut se fixer un objectif, te dire, voilà ce que je veux devenir. Puisque l'orientation, c'est l'avenir dans le présent. Pendant que tu es à l'école, ça c'est le présent. Tu te projettes dans l'avenir et tu fais le lien entre les matières et les attitudes. Parce que c'est deux choses. Les matières et les attitudes de comportement civique qui te permettent, disons, d'être ce que tu veux devenir demain. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Alors, une troisième question porte sur la différence entre la vie scolaire et la vie professionnelle. Non, je lui ai dit simplement qu'il y a un lien parce que ce qu'il dit là, c'est l'orientation scolaire et l'orientation professionnelle. Voilà, c'est pourquoi on parle d'orientation scolaire et professionnelle. Vous voyez, on a bien mis une conjonction de coordination entre les deux pour dire c'est l'avenir dans le présent. Et qu'il n'y a pas une séparation entre l'orientation scolaire à part et le professionnel. Parce que c'est le scolaire bien fait qui te prépare à te positionner dans le professionnel de demain. Et quand on dit professionnel, ce que j'ai insisté pour leur dire que c'est le professionnel dans le formel et dans l'informel. Parce que les gens, le réflexe de travail forcément au bureau a tellement embobiné les gens que tout le temps, tout le monde dit je suis au chômage, je suis au chômage. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'entrepreneur qui est promu et plein d'opportunités, de mécanismes sont mis à la disposition par le gouvernement à l'endroit des jeunes pour qu'ils puissent saisir les opportunités. Vous voyez? Donc, c'est tout cela que nous avons, et c'est ce que j'ai tenté d'apporter comme réponse à cet élève qui a posé cette question.
Alors, une question très importante. Quelle est la personne la mieux indiquée pour orienter un apprenant? La personne la mieux indiquée pour orienter un apprenant, c'est le spécialiste de l'orientation en présence du parent et de l'apprenant. C'est les trois réunis pour déclencher le processus d'orientation. Vous voyez, c'est ça. Donc la personne la plus indiquée, c'est le spécialiste de l'orientation. Parce qu'il est allé à cette école. C'est comme vous me demandez, mais quelle est la personne la mieux indiquée pour soigner quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va prendre dans la rue? Non, c'est quelqu'un qui a fait l'école de l'infirmerie ou bien de médecine. Exactement. Exactement, c'est la même chose. Une autre question, si on rate son orientation en troisième, est-ce qu'on peut se rattraper? Oui. En réalité, en troisième, vous n'avez pas encore raté parce que selon le schéma, disons, officiel, il y a ce qu'on appelle les classes d'observation, c'est-à-dire de la 6e en 4e, et les classes d'orientation. Donc, en réalité, en troisième, vous êtes dans la classe d'orientation. C'est à partir de la classe de troisième que, sur la base de vos notes et sur la base de vos motivations, etc., vous pouvez, le spécialiste peut vous dire, soit tu es bien pour pouvoir, selon tes capacités dans les matières, tu es bien pour travailler dans ce champ. Voilà, parce que il faut, par rapport aux élèves, il faut leur dire de raisonner en termes de champ de métier, c'est-à-dire les métiers de communication. S'il dit, je vais être journaliste, il dit, oui que c'est bien, mais je vais te présenter tous les métiers de la communication pour que tu puisses voir les atouts, les opportunités, les contraintes aussi, et les écoles qui te permettent de pouvoir embrasser un de ces métiers au sein de la communication. La même chose pour la médecine. Donc quand un enfant dit je veux être docteur, bon, ok, ça c'est du générique. Vous voyez, c'est du générique. Dis-lui, ok, il faut changer le langage, change le raisonnement pour dire je veux embrasser les métiers de santé. Et là, en tant que spécialiste, tu rentres là-dedans et tu lui dis tous les métiers qu'il y a dans toutes les spécialités qu'il y a dans les métiers de santé, et ça lui permettra de voir les atouts, les contraintes, etc. Je donne un exemple. Il y a un de mes amis, il a fait la série D, vous voyez, et après le bac, il a eu de très bonnes moyennes en SVT, en sciences physiques, etc. Donc, en principe, les matières de base pour faire la médecine, c'est ça. Ok, quand il est allé pour son orientation, le spécialiste dit bon, le spécialiste lui dit ok, toi tu es bon pour être pour faire la médecine. Il dit oui, je suis bon pour faire la médecine, mais je ne supporte pas de voir le sang. Mais si tu ne supportes pas de voir le sang, tu ne peux pas faire la médecine. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il est allé faire la planification de l'éducation. Vous voyez? Alors, c'est pour dire que si tu fais par exemple la série D, ça te donne plusieurs possibilités. La série C te donne plusieurs possibilités, etc., etc. Une dernière question, Marcel. Comment améliorer ses compétences pour réussir mieux sa vie scolaire? Non, pour améliorer ses compétences, premièrement, il faut avoir de bonnes attitudes. Les conseils pratiques dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'il faut être assidu, être régulier au cours, il faut être à l'heure au cours, il faut respecter les enseignants, il faut respecter et appliquer le contenu du règlement intérieur, être en bon terme avec ses camarades, etc. et s'investir dans les activités scolaires. Très important, c'est le premier élément. Le deuxième élément, toutes les activités, disons, périscolaires, comme les cours, non pas les cours, les travaux de groupe, voilà. Il faut s'inscrire dans les travaux de groupe parce que c'est dans les travaux de groupe que tu vas confronter tes capacités, tes connaissances avec les autres. Parce que, oui, sinon, tu vas faire la grosse tête pensant que, oui, tu maîtrises ceci alors que quelqu'un maîtrise plus que toi. Donc, c'est un cadre restreint dans lequel tu vas aller, disons, évaluer tes capacités, tes compétences et apprendre aussi des autres. Voilà, vous voyez. Donc, si la chose fonctionne de cette façon, eh bien, tu peux se fixer des objectifs. Savoir à partir du moment où tu sais quel métier ou bien quel métier tu veux embrasser demain, et tu fais le lien avec les matières qui vont te permettre de réussir et tu t'investis pour être excellent dans ces matières. Si tu réunis sur ces conditions, en tout cas tu as une bonne base, en tout cas tu as réuni les conditions pour pouvoir réussir ta vie scolaire et qui conditionne aussi ta vie professionnelle, parce que la vie scolaire te prépare à une bonne vie professionnelle.
Voilà, si tu as de bons comportements, tu as de bonnes attitudes, eh bien, quand tu seras, eh bien, tu vas travailler. C'est pas quelqu'un qui va te dire, il faut respecter, par exemple, ta hiérarchie. Il faut respecter, il faut faire ce que on te demande de faire. Maintenant, si tu as des suggestions à faire, bon, on te donne l'opportunité de suggérer, mais tu ne dois pas jouer au rebelle. Parce que tu vas être mal vu, quoi. Exactement. Ouais. Alors, avec toutes ces réponses, je suis sûre que les parents et les élèves ont eu suffisamment d'informations sur l'orientation scolaire et professionnelle. Et c'est d'ailleurs une initiative que d'autres établissements doivent suivre. Tout à fait. Alors Marcel, votre dernier mot sur l'orientation scolaire et professionnelle. Oui, disons mon dernier mot c'est quoi? C'est que par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle, nous réjouissons que le processus est déjà lancé pour qu'on puisse avoir la stratégie de communication, le plan de communication et vivement le budget pour opérationnaliser ce qui va ressortir. Parce que les Togolais, nous sommes spécialistes dans la production des documents et quand on les produit, on les met au tiroir. Non, il faut que les choses changent. Voilà, il faut que les choses changent. Aujourd'hui, heureusement, le gouvernement a adopté le budget programme qui, en tout cas, donne la marge de manœuvre au ministre de pouvoir décider que telle ligne puisse être affectée à tel type d'activité parce que c'est prioritaire pour combler un vide. Parce qu'il y avait véritablement un vide en matière d'orientation scolaire et professionnelle et c'est ce vide qui est en train d'être comblé. Le deuxième élément, quand vous discutez avec les élèves des zones urbaines comme des zones et des zones rurales, voilà, parce que nous avons la chance, par rapport à notre travail, d'être dans les coins les plus reculés du Togo pour animer des émissions avec les élèves. Et vous allez vous rendre compte que les élèves des zones rurales n'ont aucune information sur ce qu'on appelle l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, tout est limité presque dans les zones urbaines. Et donc, le défi pour le ministère, quand le service d'orientation scolaire sera opérationnel avec les moyens, c'est de mettre véritablement l'accent au profit des élèves des zones rurales pour que véritablement qu'il y ait une certaine équité dans la disponibilité des informations sur l'orientation scolaire professionnelle. Alors, fidèles téléspectateurs, voilà qui met fin à cette analyse sur l'orientation scolaire et professionnelle. Nous espérons que la donne va changer très bientôt, surtout avec la politique nationale d'orientation scolaire du gouvernement en cours. On se retrouve mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.